L'Angleterre de l'an 980 était une île prospère, presque trop riche pour son propre bien. 3 siècles après le départ des légions romaines, le royaume avait connu une transformation remarquable. Les ports regorgeaient de marchandises venues de tout le continent, vins de France, soieries de Byzance, épices orientales transportées par des marchands arabes. Les monastères débordaient de trésors accumulés par des générations de donateurs pieux, leurs bibliothèques renfermant des manuscrits enluminés d'or et d'argent, qui représentaient des années de travail patient de moines copistes. Les villes commerçaient librement, leurs marchés animés du brouhaha des négociants et des artisans. Les fermiers engrangeaient de bonnes récoltes dans une période climatique favorable, le fameux optimum médiéval qui permettait même de cultiver la vigne dans le sud de l'Angleterre. Le système monétaire anglais était l'un des plus avancés d'Europe. Des ateliers de frappe produisaient des pièces d'argent standardisées, les fameux pennies, qui circulaient largement non seulement en Angleterre, mais aussi sur le continent. La qualité constante de ces pièces, leur poids régulier et l'efficacité avec laquelle elles étaient produites faisaient l'envie des autres royaumes. Cette sophistication monétaire témoignait d'une économie dynamique et d'une administration centralisée capable de contrôler et de réguler la production de monnaie sur tout le territoire. Mais cette richesse, comme un phare dans la nuit, attirait les regards de ceux qui naviguaient sur les mers du Nord. Les marchands qui revenaient de voyages en Angleterre racontaient des histoires de monastères regorgeant de richesses, de villes prospères, de campagnes fertiles. Ces récits atteignaient les oreilles de guerriers scandinaves, toujours à la recherche de nouvelles opportunités de s'enrichir. L'Angleterre était devenue une cible tentante, trop attirante pour être ignorée longtemps. Depuis plusieurs décennies, l'Angleterre vivait dans une paix relative. Les raids vikings qui avaient terrorisé les côtes au 9e millénième siècle n'étaient plus qu'un souvenir, des histoires que les grands-pères racontaient aux enfants pour les effrayer. Le premier raid viking documenté en Angleterre avait eu lieu en 793, lorsque des pirates scandinaves avaient attaqué le monastère de Lindisfarne sur la côte nord-est. Ce raid avait choqué toute la chrétienté. Lindisfarne était un des centres spirituels les plus importants du monde chrétien, fondé par saint Aidan au 7e millénième siècle. Voir ce lieu sacré pillé et profané par des païens avait semblé annoncer la fin des temps pour beaucoup de contemporains. Pendant les décennies qui suivirent, les raids s'étaient multipliés et intensifiés. Les monastères côtiers, riches mais mal défendus, étaient des cibles faciles. Portland, Jarrow, Monkwearmouth, tous avaient été attaqués. Puis les Vikings étaient passés de simples raids à des invasions à grande échelle. En 865, la grande armée païenne avait débarqué en Est-Anglie avec l'intention non plus de piller mais de conquérir. Cette armée massive, dirigée par les légendaires fils de Ragnar Lodbrok, selon la tradition, avait déferlé sur l'Angleterre comme un raz de marée. Les royaumes anglo-saxons étaient tombés les uns après les autres. La Northumbrie, l'Est-Anglie, la Mercie, tous avaient été conquis et incorporés dans ce qu'on appellerait plus tard le Danelaw, les terres sous loi danoise. Seul le Wessex, le royaume du sud-ouest, avait résisté. Et cette résistance portait un nom, Alfred le Grand. Alfred, roi du Wessex de 871 à 899, était devenu une figure légendaire de son vivant. Après avoir frôlé la défaite totale en 878, forcé de se cacher dans les marais de Somerset, il avait rassemblé ses forces et remporté la victoire décisive d'Eddington contre le chef viking Guthrum. Mais Alfred n'était pas seulement un guerrier brillant. C'était aussi un administrateur visionnaire qui comprenait que la victoire militaire ne suffisait pas. Il fallait construire quelque chose de durable. Alfred avait créé un système de burhs, des villes fortifiées stratégiquement placées à travers le Wessex, de sorte qu'aucun endroit ne soit à plus d'une journée de marche d'un refuge fortifié. Il avait réorganisé l'armée, créant un système de rotation qui permettait toujours d'avoir des hommes sous les armes sans ruiner l'économie agricole. Il avait même construit une flotte pour combattre les Vikings sur leurs propres éléments. Plus important encore, il avait compris la valeur de la culture et de l'éducation, traduisant lui-même des textes latins en anglais et encourageant l'alphabétisation parmi ses nobles. Ses successeurs avaient continué son œuvre. Son fils Édouard l'Ancien et sa fille Æthelflaed, la dame des Merciens, avaient progressivement reconquis le Danelaw. En 954, le dernier roi viking de York avait été chassé et toute l'Angleterre était à nouveau unie sous un seul souverain anglo-saxon. Le roi Edgar le Pacifique, arrière-petit-fils d'Alfred,
avait régné sur cette Angleterre réunifiée de 959 à 975. Son règne avait véritablement mérité son surnom de pacifique. Aucune grande guerre, aucune invasion, juste la prospérité et la stabilité. Mais Edgar était mort jeune, à seulement 32 ans. Son fils aîné, Édouard, était devenu roi, mais son règne avait été bref et violent. 3 ans seulement après son couronnement, en 978, Édouard avait été assassiné au château de Corfe, dans des circonstances mystérieuses. Il avait à peine 16 ans. Le bénéficiaire direct de ce meurtre était son demi-frère cadet, Ethelred, qui n'avait que 10 ou 12 ans à l'époque. La mère d'Ethelred, la reine Elfstrith, était largement soupçonnée d'avoir orchestré l'assassinat pour placer son propre fils sur le trône. Vraie ou fausse, cette accusation allait poursuivre Ethelred toute sa vie. Il portait le poids psychologique d'un trône gagné par le meurtre de son frère, qu'il ait été complice ou non. Édouard était rapidement devenu un martyr, Saint Édouard le martyr, avec des miracles rapportés sur sa tombe. Ethelred devait régner dans l'ombre de ce saint frère qu'il avait remplacé. Cette culpabilité, réelle ou imposée, minait son autorité dès le départ. Le garçon grandit dans l'ombre de ce crime, entouré de conseillers rivaux qui se disputèrent le pouvoir pendant sa minorité. D'un côté se trouvaient les fidèles de son frère assassiné, qui le regardaient avec suspicion et ressentiment. De l'autre côté se tenaient les partisans de sa mère, déterminés à consolider le pouvoir de leur camp. Le jeune Ethelred était une marionnette tiraillée entre des factions qui se souciaient plus de leur propre influence que du bien du royaume. Quand il atteignit enfin l'âge adulte et commença à gouverner effectivement, Ethelred tenta d'affirmer son autorité. Il expulsa sa mère de la cour, un geste audacieux qui montrait qu'il ne voulait plus être son instrument. Il commença à s'entourer de ses propres hommes plutôt que de s'appuyer sur la vieille garde de son père. Il épousa Elfgifu York, issue d'une puissante famille du Nord, consolidant ainsi son emprise sur cette région historiquement turbulente. Plusieurs enfants naquirent de cette union, dont le futur roi Edmond Santo de Fer. Mais malgré ses efforts pour construire son propre pouvoir, Ethelred n'inspirait pas la même loyauté ou le même respect qu'Alfred ou Edgar. Il manquait du charisme naturel de son arrière-arrière-grand-père. Il n'avait pas la force militaire d'Édouard l'Ancien. Il ne possédait pas la sagesse politique d'Edgar. C'était un roi ordinaire dans une période qui aurait exigé un leader extraordinaire. Et malheureusement pour lui et pour l'Angleterre, les véritables épreuves de son règne commençaient à peine. Au début des années 980, des dracars apparaissent à nouveau le long des côtes anglaises. Ce ne sont d'abord que de petites bandes, quelques navires à peine, qui pillent rapidement avant de disparaître dans la brume. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire, ces petits raids annonçaient quelque chose de bien plus terrible. C'était exactement comme cela que tout avait commencé un siècle auparavant avec le raid de Lindisfarne. De petites attaques sporadiques qui se transformaient progressivement en invasions massives. Southampton brûle en 980. La ville portuaire importante, riche de son commerce maritime, est prise complètement par surprise. Les Vikings débarquent à l'aube, pillent et tuent pendant quelques heures, puis rembarquent avant que les forces locales ne puissent réagir. L'île de Thanet est attaquée la même année. Portland tombe en 982. Watchet est ravagé en 988. Et c'est là que le Thegn Goda perd la vie en tentant de défendre son territoire. Ces raids restent limités en ampleur, mais ils créent une atmosphère de peur et d'incertitude le long des côtes. Les monastères côtiers commencent à cacher leurs trésors à l'intérieur des terres. Les marchands hésitent à utiliser les ports les plus exposés. Les villages côtiers vivent dans la crainte constante de voir apparaître des voiles à l'horizon. C'est une terreur sourde et constante qui rappelle les plus vieilles générations les pires jours du 9e et 10e siècle. Les chefs locaux parviennent parfois à repousser les attaquants. Dans le Devon, les forces locales remportent quelques victoires, mais ces succès défensifs restent isolés et ne constituent pas une stratégie cohérente. Le problème fondamental demeure. L'Angleterre n'a pas de marine de guerre capable de patrouiller ses côtes et d'intercepter les raiders avant qu'ils n'atteignent la terre. Sans cette capacité navale, le royaume reste vulnérable à des attaques qui peuvent frapper n'importe où, n'importe quand. Les Vikings sentent cette faiblesse. Ils testent les défenses anglaises comme un loup reniflant les clôtures d'une bergerie, cherchant le point faible. Et ce qu'ils découvrent les encourage à revenir en force. Le royaume est riche, mal défendu et dirigé par un roi qui n'inspire ni crainte ni respect. C'est une combinaison irrésistible pour des guerriers scandinaves cherchant fortune et gloire. Le jeune Ethelred ne ressemble en rien à son illustre ancêtre Alfred le Grand.
Là où Alfred était un stratège militaire brillant, Ethelred se révèle hésitant sur le champ de bataille. Là où Alfred inspirait la loyauté, Ethelred suscite la méfiance. Son surnom même, le mal avisé, vient d'un jeu de mots cruel sur son nom. Ethelred signifie « noble conseil », mais on le surnomme « une raed », celui qui n'écoute aucun conseil. Cette moquerie révèle la perception qu'ont ses sujets de leur roi, un homme incapable de prendre les bonnes décisions face au danger. Les vieux guerriers qui avaient combattu aux côtés d'Alfred sont morts ou trop âgés pour porter l'épée. Les lieutenants loyaux d'Edgar ne sont plus là pour guider le jeune roi. Ethelred se retrouve seul face à une menace qu'il ne comprend pas vraiment. Il n'a jamais connu la guerre comme ses prédécesseurs. Pour lui, les Vikings ne sont que des histoires qu'on raconte au coin du feu, pas une réalité sanglante qui approche de ses côtes. En 991, tout bascule. Ce n'est plus une petite bande de pillards qui arrive, mais une véritable armée. 93 navires vikings remontent les eaux anglaises, leurs proues sculptées en forme de dragons tranchant les vagues. À leur tête se trouvent des chefs redoutables, des hommes dont les noms seuls font trembler. Olaf Tryggvason, un guerrier norvégien qui rêve de reconquérir son pays natal, mène cette flotte. Certains historiens pensent que Sven à la barbe fourchue, le roi du Danemark lui-même, l'accompagne déjà dans cette expédition. Les Vikings attaquent méthodiquement. Folkestone tombe en premier, ses habitants massacrés ou réduits en esclavage. Sandwich brûle ensuite, son port détruit. Ipswich subit le même sort. Les Drakkar remontent alors vers l'estuaire de la Blackwater, où se trouve la ville de Maldon. C'est là que l'Angleterre va livrer sa première grande bataille contre cette nouvelle vague d'envahisseurs. C'est là aussi que tout va commencer à mal tourner. Le 10 août 991 marque un tournant dans l'histoire anglaise. L'été touche à sa fin, mais la chaleur persiste sur les côtes de l'Essex. Les Vikings ont établi leur campement sur l'île de Northey, un bout de terre dans l'estuaire de la Blackwater. À marée haute, l'île se trouve complètement isolée de la terre ferme. À marée basse, une étroite chaussée relie les deux rives, ne permettant le passage que de 3 hommes de front tout au plus. Les Vikings attendent patiemment que la mer se retire, sachant que leur moment viendra. Leurs navires sont tirés sur le rivage de l'île, à l'abri des regards. Ces Drakkar sont des merveilles d'ingénierie navale, capables de naviguer aussi bien en haute mer que dans les eaux peu profondes des rivières. Leurs coques élégantes et leurs voiles colorés ont semé la terreur sur toutes les côtes d'Europe pendant plus d'un siècle. Maintenant, ils reposent tranquillement, attendant de ramener leurs équipages chargés de butin vers la Scandinavie. Les guerriers vikings qui campent sur Northey ne sont pas des sauvages primitifs, contrairement à l'image qu'on s'en fait parfois. Ce sont des professionnels aguerris, venus de toute la Scandinavie. Certains sont des fermiers norvégiens cherchant à améliorer leur fortune. D'autres sont des nobles danois en quête de gloire et de richesse. Il y a même des Suédois parmi eux, attirés par les récits des terres riches d'Angleterre. Ils portent des cottes de mailles, quand ils peuvent se le permettre, sinon des armures de cuir renforcées. Leurs casques, contrairement à la légende, n'ont pas de cornes. Leurs épées, finement forgées, portent souvent des noms comme les humains. Leurs boucliers ronds, peints de couleurs vives, forment un mur impénétrable quand ils se serrent les uns contre les autres. De l'autre côté de l'eau se tient Byrhtnoth, l'éaldorman d'Essex. C'est un géant d'homme, mesurant plus d'1,80 m, ce qui est exceptionnel pour l'époque. Ses cheveux sont blancs comme neige malgré sa soixantaine bien sonnée. Marié à une parente de la famille royale, Byrhtnoth représente l'ancienne garde, ces guerriers qui se souviennent des combats du temps d'Alfred. Il a mobilisé le Fyrd, la milice locale composée de fermiers et de villageois. Ce ne sont pas des soldats professionnels, mais des hommes ordinaires armés de lances et de boucliers, prêts à défendre leurs terres. Quand la marée commence à baisser, la tension monte. Les deux armées se font face de part et d'autre de la chaussée qui émerge peu à peu. Les Vikings lancent les premières provocations. Leur chef crie à Byrhtnoth qu'ils accepteront de partir sans combattre s'ils reçoivent de l'or et des armes. C'est une offre que beaucoup de chefs anglais ont déjà acceptée par le passé, mais Byrhtnoth refuse net. « Nous vous paierons avec des pointes de lance et des lames d'épée », hurle-t-il en retour. Les Vikings commencent alors à traverser la chaussée, mais l'étroitesse du passage ne permet qu'à quelques hommes à la fois de s'engager. Les
Anglais, positionnés en haut de la rive, repoussent facilement les premiers assauts. La chaussée devient vite un piège mortel pour les assaillants. Chaque viking qui tente de passer se fait abattre par une pluie de javelots TS et de flèches. Les corps s'accumulent dans l'eau peu profonde, teintant la Blackwater de rouge. À ce moment précis, Byrhtnoth commet l'erreur qui va coûter la vie à des centaines de ses hommes et changer le cours de l'histoire anglaise. Peut-être par orgueil, peut-être par un sens chevaleresque mal placé, il ordonne à ses troupes de reculer et laisse les Vikings traverser complètement la chaussée. Certains historiens appellent cela de la bravoure, d'autres de la stupidité pure. Un poème ancien qualifie cette décision de Ofermod, un mot qui signifie à la fois courage excessif et orgueil fatal. Byrhtnoth veut une bataille en règle, un affrontement honorable où les deux armées pourront se mesurer à armes égales. Ce qu'il obtient, c'est un carnage. Dès que les Vikings arrivent en masse sur la terre ferme, ils déploient leur formation redoutable. Les fermiers anglais, courageux mais inexpérimentés, se heurtent à des guerriers professionnels qui ont passé leur vie à combattre. Le mur de boucliers saxon tient bon au début, les hommes serrant les rangs, comme on le leur a appris. La bataille fait rage pendant des heures. Les cris de guerre se mêlent aux gémissements des blessés. Le fracas des épées contre les boucliers résonne sur l'estuaire. Les flèches sifflent dans l'air. Les lances transpercent les corps. Le sol devient glissant de sang. Byrhtnoth lui-même se bat comme un lion, abattant plusieurs Vikings de sa propre main. Mais les chiffres jouent contre les Anglais. Les sources parlent de 2000 à 4000 Vikings contre une force anglaise beaucoup plus modeste. Puis le désastre se produit. Un guerrier viking parvient à briser le bras de Byrhtnoth avec son épée. L'arme du vieil Ealdorman tombe au sol. Blessé mais toujours debout, Byrhtnoth encourage ses hommes à continuer le combat. Un autre viking le frappe alors d'une lance dans le flanc. Le géant aux cheveux blancs s'écroule enfin, murmurant une dernière prière. Sa mort brise le moral des troupes anglaises. C'est alors qu'un certain Godric commet un acte de lâcheté qui va aggraver le désastre. Il s'empare du cheval de Byrhtnoth et s'enfuit du champ de bataille au galop. De loin, les Saxons voient le destrier de leur chef partir au galop et croient que Byrhtnoth lui-même fuit. La confusion se répand dans les rangs. Si leur commandant abandonne, pourquoi resterait-il? Les hommes commencent à rompre les rangs et à fuir vers les bois. Mais tous ne fuient pas. Les gardes personnels de Byrhtnoth, ces Housecarls, refusent de quitter le corps de leur seigneur. Ils forment un cercle défensif autour du cadavre et se battent jusqu'à la mort, chacun tombant tour à tour sous les coups vikings. Le poème de la bataille immortalise leurs dernières paroles, des serments de loyauté qui résonnent à travers les siècles. Notre esprit doit être plus dur, notre cœur plus audacieux, notre courage plus grand, alors que notre force diminue. Quand la nuit tombe enfin, le champ de bataille appartient aux Vikings. Le nombre exact de morts anglais reste inconnu, mais les pertes sont lourdes. Les Vikings ont gagné, mais à un coût terrible. Leurs propres rangs sont tellement décimés qu'ils ont à peine assez d'hommes pour manœuvrer leurs navires. Le butin qu'ils peuvent prendre à Maldon ne compensera jamais les guerriers qu'ils ont perdus. C'est une victoire, certes, mais une victoire amère. Le corps de Byrhtnoth sera retrouvé plus tard, décapité par les Vikings qui ont emporté sa tête comme trophée. Seule son épée à la garde dorée est restée près de lui. Sa veuve fera plus tard tisser une tapisserie commémorant ses exploits et l'offrira à la cathédrale d'Ely, où il sera enterré. Mais sa mort marque la fin d'une époque. Avec lui disparaît le dernier grand chef militaire de la vieille école, celui qui préférait mourir l'épée à la main plutôt que de négocier avec l'ennemi. La nouvelle de la défaite se répand comme une traînée de poudre à travers l'Angleterre. À la cour du roi Ethelred, les conseillers se réunissent en urgence. L'armée a été battue. Ealdorman d'Essex est mort. Les Vikings campent sur le sol anglais et attendent. Que faire maintenant? L'archevêque de Canterbury, Sigéric, prend la parole. C'est un homme pragmatique qui comprend que l'Angleterre n'est pas prête pour une guerre prolongée contre ses envahisseurs redoutables. Nous devons les payer pour qu'ils partent, déclare-t-il simplement. Certains nobles protestent. Payer les Vikings, c'est de la lâcheté. C'est montrer notre faiblesse. Mais Sigéric insiste. Alfred le Grand lui-même a payé les Danois pour gagner du temps. Ce n'est pas une capitulation, c'est une stratégie. Le tribut donnera à l'Angleterre le temps de rassembler une vraie armée, de fortifier les villes, de préparer une vraie défense. C'est un mal nécessaire, un investissement dans la survie du royaume. Ethelred écoute ses arguments et prend sa décision. L'Angleterre paiera.
Le montant fixé est de 10 000 livres d'argent, soit environ 3 300 kg de métal précieux. Pour collecter cette somme colossale, un impôt spécial est levé sur tout le royaume. Les terres sont évaluées, les paysans taxés, les monastères sollicités. On vide les coffres royaux, on fait fondre la vaisselle d'argent, on prélève sur les récoltes. Les pièces sonnantes et trébuchantes sont transportées jusqu'au camp viking. Olaf Tryggvason reçoit le tribut avec satisfaction. Conformément à l'accord, il embarque sur ses navires et quitte l'Angleterre. Ethelred peut souffler. Le danger est écarté, du moins pour le moment. Mais ce que ni lui ni ses conseillers ne comprennent encore, c'est qu'ils viennent d'ouvrir la boîte de Pandore. Ils viennent d'inventer le Danegeld. Le départ d'Olaf Tryggvason ne signifie pas la paix. Au contraire, la nouvelle qu'un roi anglais a payé 10 000 livres d'argent pour se débarrasser d'une flotte viking se répand dans toute la Scandinavie comme une rumeur enivrante. Dans les halls des chefs norvégiens, dans les forteresses danoises, dans les villages de pêcheurs suédois, les hommes parlent de cette affaire extraordinaire. 3 300 kg d'argent pour quelques mois de pillage. Les chefs vikings font le calcul et trouvent l'affaire excellente. Pourquoi risquer des pertes en combattant quand on peut simplement menacer et récolter de l'or? Cette nouvelle transforme fondamentalement la nature des raids vikings en Angleterre. Auparavant, les expéditions cherchaient principalement à piller les monastères riches, à capturer des esclaves et à voler tout ce qui avait de la valeur. C'était une activité risquée mais potentiellement lucrative. Maintenant, un nouveau modèle économique émerge, bien plus rentable et bien moins dangereux. Pourquoi se battre pour voler quand on peut se faire payer pour ne pas se battre? Les Vikings viennent d'inventer le racket à l'échelle nationale. Les jeunes guerriers qui n'ont jamais participé aux anciennes expéditions voient une opportunité en or. Les vétérans qui ont survécu à d'innombrables combats reconnaissent une bonne affaire quand ils en voient une. Les chefs ambitieux qui veulent construire leur propre base de pouvoir comprennent que l'argent anglais peut leur acheter des alliés et des armées. Une fièvre s'empare de la Scandinavie. Il faut aller en Angleterre. Il faut obtenir sa part du Danegeld. Dès 992 et 993, d'autres flottes vikings apparaissent le long des côtes anglaises. Ce ne sont plus des expéditions massives comme celle d'Olaf, mais des groupes plus petits et plus agiles. Ils pillent la Northumbrie, attaquent les villages côtiers, brûlent les monastères. Chaque raid teste la volonté anglaise de résister. Chaque attaque mesure la capacité du royaume à se défendre. Et chaque fois, la réponse anglaise se révèle inadéquate. Ethelred tente de rassembler une flotte pour les intercepter, mais ses efforts restent désorganisés et inefficaces. Le royaume possède les ressources nécessaires pour construire des navires de guerre, mais manque de l'expertise nécessaire pour les commander efficacement. Les anglo-saxons n'ont jamais été un peuple de marins comme les vikings. Leurs traditions militaires sont terrestres, basées sur le fyrd, cette milice paysanne levée en temps de crise. Face à des ennemis qui arrivent par la mer, frappent rapidement et disparaissent avant que les forces locales ne puissent se rassembler, cette stratégie défensive se révèle désespérément inadaptée. Les Vikings, eux, sont mobiles et insaisissables. Ils connaissent les eaux autour de l'Angleterre aussi bien que les chemins de leur propre pays. Ils peuvent naviguer dans des endroits où les navires anglais plus lourds s'échoueraient. Ils peuvent remonter les rivières profondément à l'intérieur des terres, attaquer et repartir avant que l'alarme ne soit donnée. Leurs dracars, avec leurs faibles tirants d'eau, peuvent littéralement être tirés sur la plage puis remis à l'eau en quelques minutes. C'est une forme de guerre pour laquelle les Anglais ne sont tout simplement pas préparés. En 994, une nouvelle menace apparaît, bien plus grave que les raids dispersés des années précédentes. Olaf Tryggvason est de retour, mais cette fois il n'est pas seul. Le roi du Danemark en personne, Sven à la barbe fourchue, l'accompagne avec sa propre flotte. Cette alliance entre un chef norvégien et le roi danois représente une escalade dangereuse. Les deux armées réunies comptent probablement plusieurs milliers de guerriers, peut-être même près de 10 000 si on inclut les rameurs et le personnel de soutien. La flotte combinée remonte majestueusement la Tamise. L'image doit être terrifiante pour les habitants de Londres qui les voient arriver. Des dizaines et des dizaines de dracars aux proues sculptés en forme de dragons, leurs voiles gonflés par le vent, leurs boucliers colorés accrochés le long des bastingages. Les rames frappent l'eau en rythme, propulsant ces navires de guerre vers le cœur du royaume. Londres n'a jamais vu une flotte aussi massive depuis les jours d'Alfred le Grand. La capitale résiste vaillamment. Ses murailles romaines, vieilles de près de 1000 ans mais toujours solides, tiennent bon face aux assauts répétés. Les Vikings tentent plusieurs attaques, mais les défenseurs les repoussent à chaque fois.
Les Londoniens lancent des flèches et des pierres du haut des remparts. Ils versent de l'huile bouillante sur les assaillants qui tentent d'escalader les murs. La bataille fait rage pendant des jours, peut-être des semaines. Les pertes s'accumulent des deux côtés. Finalement, les Vikings comprennent qu'ils ne peuvent pas prendre Londres par la force. La ville est tout simplement trop bien défendue. Mais le simple fait qu'ils aient osé l'attaquer, qu'ils aient remonté la Tamise jusque-là, montre l'ampleur du problème. Si les Vikings peuvent assiéger la capitale elle-même, alors nulle part dans le royaume n'est vraiment en sécurité. Ce message n'est pas perdu sur Ethelred et ses conseillers. Face à cette nouvelle menace, Ethelred n'a d'autre choix que de négocier à nouveau. Mais cette fois, les Vikings exigent beaucoup plus. Le prix n'est plus de 10 000 livres, mais de 16 000. La somme a augmenté de 60% en seulement 3 ans. C'est une escalade évidente, et tous les acteurs comprennent ce qu'elle signifie. Les Vikings ont réalisé qu'ils peuvent exiger presque n'importe quelle somme et qu'Ethelred paiera. Le roi anglais a démontré sa faiblesse, et maintenant il va en payer le prix, littéralement. Pour justifier ce paiement énorme auprès de son peuple de plus en plus mécontent, Ethelred conclut un traité en bonne et due forme avec les chefs vikings. Ce ne sera pas un simple tribut extorqué, mais un accord diplomatique entre souverains. Sur le papier, cela ressemble presque à une alliance. Le traité établit des règles pour le commerce entre l'Angleterre et la Scandinavie, des procédures pour régler les disputes et même des dispositions pour la coopération militaire. C'est une tentative transparente de sauver la face, de transformer une défaite humiliante en une transaction respectable. Le point culminant de cette comédie diplomatique arrive quand Olaf Tryggvason reçoit le baptême chrétien. La cérémonie se déroule à Andover, avec Ethelred lui-même servant de parrain. C'est un événement chargé de symbolisme. Le roi anglais chrétien accueille le chef viking païen dans la famille de la foi. Olaf promet solennellement de ne plus jamais attaquer l'Angleterre, de respecter les terres chrétiennes et de propager la foi dans son propre pays. En retour, il reçoit 16 000 livres d'argent et la reconnaissance d'Ethelred comme allié légitime. Pour Olaf, c'est une affaire fantastique. Il obtient une fortune colossale, une légitimité religieuse qui lui sera utile en Norvège et l'amitié du roi d'Angleterre. Il rentre chez lui en héros, utilise son argent et son prestige nouvellement acquis pour s'emparer du trône de Norvège et règne jusqu'à sa mort en l'an 1000 lors de la bataille de Svolder. Il tient sa promesse de ne pas revenir attaquer l'Angleterre, mais uniquement parce qu'il est occupé à combattre ses rivaux scandinaves. Certains des hommes d'Olaf, environ 200 ou 300 guerriers, s'engagent même comme mercenaires au service du roi anglais et s'installent sur l'île de Wight. Ethelred peut ainsi prétendre qu'il a non seulement acheté la paix, mais aussi renforcé son armée. Ces vikings mercenaires connaissent les tactiques de leurs compatriotes et peuvent conseiller le roi sur la meilleure façon de les combattre. En théorie, c'est une stratégie brillante. En pratique, elle crée autant de problèmes qu'elle en résout. Ces mercenaires sont chers à entretenir et leur loyauté reste douteuse quand d'autres vikings attaquent. Sven à la barbe fourchue, lui, accepte sa part du tribut et part, mais dans son esprit germe déjà l'idée d'une conquête totale de l'Angleterre. Il a vu de ses propres yeux la richesse du royaume. Il a constaté la faiblesse de sa défense et l'incompétence de son roi. Il a reçu 16 000 livres d'argent presque sans se battre. Les 16 000 livres ne sont qu'un début pour lui. Un acompte sur la fortune qu'il pourrait extraire de cette île riche. Dans sa forteresse danoise, entouré de ses conseillers et de ses jarls, Sven commence à planifier son retour. La prochaine fois, il ne viendra pas pour extorquer de l'argent. Il viendra pour tout prendre. Pendant quelques années, l'Angleterre connaît un répit relatif. Les grandes flottes ne reviennent pas, seulement des raids isolés facilement repoussés par les forces locales. Les villages côtiers apprennent à se fortifier. Les monastères commencent à cacher leurs trésors dès qu'une voile suspecte apparaît à l'horizon. La vie reprend un semblant de normalité, mais c'est une normalité fragile, construite sur du sable. Ethelred profite de cette accalmie pour tenter de renforcer ses défenses, mais ses efforts manquent de cohérence et de détermination. Il attaque même certaines colonies danoises établies dans le nord de l'Angleterre, essayant de montrer qu'il n'est pas totalement impuissant. Ces Danois vivent là depuis des générations, descendants des colonies vikings établies au 9e 1000e siècle pendant l'époque du Danelaw. Ils se considèrent comme anglais, parlent anglais, possèdent des terres anglaises. Mais pour Ethelred, dans sa paranoïa croissante, ils représentent une 5e colonne potentielle, des traîtres en puissance qui pourraient aider de futurs envahisseurs. La culture littéraire anglo-saxonne, elle, connaît ironiquement une période florissante pendant ces années troubles.
Certains des écrivains les plus prolifiques du vieil anglais sont actifs sous le règne d'Ethelred. Ælfric d'Eynsham produit ses homélies et ses vies de saints. Wulfstan de Diorc rédige ses sermons enflammés, dont le fameux « Sermon du loup », qui accuse les péchés des Anglais d'avoir attiré la colère de Dieu sous forme de raids vikings. Le manuscrit de Beowulf, probablement l'œuvre la plus célèbre de toute la période anglo-saxonne, est copié pendant cette période. Le poème de la bataille de Maldon, qui immortalise la défaite tragique de Byrhtnoth, date également de ces années. C'est comme si la culture anglaise, face à la menace existentielle des Vikings, connaissait un dernier épanouissement brillant avant l'obscurité à venir. Les moines dans leur scriptorium copient frénétiquement les anciens textes, préservant le savoir pour les générations futures. Les poètes chantent les gloires passées et les défaites présentes. Les théologiens tentent de comprendre pourquoi Dieu permet ces catastrophes. C'est une période de créativité intense née du désespoir. En 997, les raids reprennent de plus belle dans le Devon et les Cornouailles. Les côtes de la Manche sont ravagées pendant 2 années consécutives. En l'an 1000, Ethelred doit à nouveau ouvrir les coffres du royaume pour payer un 3e tribut, cette fois de 24 000 livres d'argent. L'escalade est évidente. Chaque paiement est plus élevé que le précédent. Les Vikings ont compris qu'ils tiennent l'Angleterre à la gorge et ils serrent leur étreinte un peu plus à chaque fois. Cette même année 1002, Ethelred prend une décision qui va avoir des conséquences catastrophiques. Obsédé par l'idée que les Danois établis en Angleterre conspirent pour le renverser, il ordonne un massacre général de la population danoise. Le 13 novembre, jour de la Saint-Brice, ses soldats se déchaînent dans tout le royaume. À Oxford, les Danois se réfugient dans l'église Saint Frituswith. Les habitants mettent le feu aux bâtiments et les brûlent vifs. Le nombre exact de victimes reste inconnu. Les historiens modernes pensent que le massacre a surtout ciblé les mercenaires danois récemment arrivés et les communautés danoises des villes frontalières, pas l'ensemble de la population d'origine scandinave qui vit dans le Danelau depuis des générations. Mais peu importe les détails, le massacre de la Saint-Brice est une erreur monumentale. Selon les chroniqueurs, parmi les victimes se trouve une certaine Gunhild, qui serait la sœur de Sven à la barbe fourchue. Cette histoire apparaît seulement un siècle plus tard sous la plume de Guillaume de Malmesbury et les historiens la considèrent avec scepticisme. Vraie ou fausse, elle fournit à Sven le prétexte parfait pour une invasion massive. Vengeance pour sa sœur, dit-il. En réalité, il voulait conquérir l'Angleterre depuis longtemps. Dès l'année suivante, en 1003, Sven revient avec une armée massive. Il ravage le sud de l'Angleterre et l'Est Anglie méthodiquement. Les Vikings ne se contentent plus de raids éclairs, ils occupent le territoire. En 1004, ils affrontent le Thegn Ulfsithel en Est-Anglie. Ulfsithel parvient à infliger de lourdes pertes aux envahisseurs, mais ne peut les vaincre totalement. Sven rentre au Danemark, mais c'est pour mieux revenir. Les attaques reprennent en 1006 puis en 1007. Cette fois, Ethelred achète 2 années complètes de paix pour la somme astronomique de 36 000 livres d'argent. 13 400 kg de métal précieux quittent l'Angleterre pour enrichir les coffres danois. Les fermiers anglais croulent sous les impôts. Les monastères sont à sec. Les villes peinent à payer leur part. L'économie du royaume vacille sous le poids de ces tributs massifs. En 1009, une nouvelle armée viking débarque à Sandwich. À sa tête se trouve Thorkel le Grand, un chef de guerre redoutable. Son armée marche sur Canterbury et assiège la ville. L'archevêque Aelfhéa refuse de payer la rançon demandée pour épargner la cité. Les Vikings prennent la ville d'assaut en 1011 et capturent l'archevêque. Ils exigent 3000 livres d'argent pour le libérer. Aelfhéa interdit à ses fidèles de payer, déclarant que l'argent doit servir aux pauvres, pas aux pirates. Furieux, les Vikings l'assassinent en lui fracassant le crâne avec des os de bœuf lors d'un festin arrosé. Ce meurtre choque toute la chrétienté, mais il ne change rien à la situation. En 1012, Ethelred doit payer le tribut le plus élevé jusqu'alors, 48 000 livres d'argent, soit environ 18 000 kilogrammes. Pour collecter cette somme phénoménale, le roi doit instaurer un impôt permanent et systématique. Le Dangeld n'est plus un tribut exceptionnel versé en temps de crise. Il devient une taxe régulière, prélevée sur chaque parcelle de terre du royaume, selon un système précis. Chaque propriété est évaluée en hide, des unités de mesure foncière représentant la terre nécessaire pour faire vivre une famille. Le montant de l'impôt varie, mais il représente généralement 2 shillings par hide. Des fonctionnaires royaux parcourent le royaume pour recenser les terres, estimer leur valeur et collecter les sommes dues. Ce système administratif, mis en place pour financer les tribus aux Vikings, va survivre bien au-delà de l'ère viking
et devenir la base de la fiscalité foncière anglaise pendant des siècles. Ironie supplémentaire, Thorkel le Grand, l'homme dont l'armée a ravagé Canterbury, décide soudainement de changer de camp. En 1012, il accepte de devenir mercenaire au service d'Ethelred pour la somme de 21 000 livres. Le roi anglais paie maintenant un chef viking pour se protéger d'autres chefs vikings. La situation atteint un niveau d'absurdité presque comique, si elle n'était pas si tragique pour le peuple anglais qui finance tout cela avec ses impôts. Entre 991 et 1012, l'Angleterre a versé environ 137 000 livres d'argent aux Vikings. Cela représente quelque chose comme 45 000 kilogrammes d'argent pur. On estime le total à près de 60 millions de pennies, ces petites pièces d'argent qui pesaient chacune 1,5 gramme. Pas étonnant que les archéologues trouvent plus de pièces anglaises de cette époque en Norvège et au Danemark qu'en Angleterre elle-même. L'argent a littéralement quitté le royaume par bateau entier. Cette hémorragie financière transforme la Scandinavie. Les chefs vikings utilisent leurs richesses nouvellement acquises pour frapper leur propre monnaie, développer le commerce, construire des villes. L'économie scandinave passe d'un système basé sur le troc et les lingots d'argent à une véritable économie monétaire. Ironiquement, c'est l'argent anglais qui finance cette transformation. L'Angleterre enrichit ses ennemis tout en s'appauvrissant elle-même. À l'été 1013, Sven à la barbe fourchue débarque une dernière fois en Angleterre. Mais cette fois, il ne vient plus piller, il vient conquérir. Sa flotte accoste à Sandwich dans le Kent, longe la côte orientale vers le nord et remonte la Trane jusqu'à Gainsborough dans le Lincolnshire. Là, il établit son quartier général. Les seigneurs du nord de l'Angleterre viennent aussitôt lui rendre hommage. Certains historiens pensent que sa femme anglaise, Elfgifu de Northampton, lui a ouvert des portes dans ces régions. L'avancée de Sven était méthodique et irrésistible. Oxford se soumet sans combattre. Winchester ouvre ses portes. Bath capitule. Une ville après l'autre accepte le nouveau maître. Seul Londres résiste encore, défendu par Ethelred en personne et par son mercenaire Thorkel le Grand. Sven assiège la capitale, mais ne parvient pas à la prendre d'assaut. Qu'importe, il contrôle maintenant presque tout le royaume. Devant l'évidence de sa défaite, Ethelred s'enfuit. Il se réfugie d'abord sur l'île de Wight, puis traverse la Manche pour rejoindre la Normandie. Sa femme Emma est la sœur du duc Richard II de Normandie, ce qui lui assure un refuge. Après le départ du roi, Londres comprend qu'elle ne peut tenir indéfiniment. La ville capitule. Le jour de Noël 1013, le Witan, le conseil des nobles anglais, proclame Sven à la barbe fourchue roi d'Angleterre. Le fils d'Harald à la dent bleue a réussi. Après des années de raids et des millions de pennies extorqués, il possède enfin l'Angleterre. Mais son triomphe est de courte durée. Le 3 février 1014, soit seulement 5 semaines après son couronnement, Sven meurt brutalement à Gainsborough. Les causes de sa mort restent mystérieuses. Les chroniqueurs chrétiens prétendent que c'est un châtiment divin pour avoir menacé de détruire l'abbaye de Bury St Edmund. Les historiens modernes penchent pour une mort naturelle, peut-être une attaque cardiaque ou une autre maladie soudaine. La mort de Sven plonge l'Angleterre dans la confusion. Son fils aîné Harald hérite du Danemark. Son fils cadet Knut, qui a accompagné son père en Angleterre, est proclamé roi par l'armée danoise présente sur place. Mais les nobles anglais voient là une opportunité. Ils rappellent Ethelred de Normandie et le remettent sur le trône. Le roi déchu reprend sa couronne en février 1014. Knut n'a pas assez de force pour tenir face au retour d'Ethelred. Avant de partir, il commet un acte de cruauté gratuite. Il fait mutiler les otages anglais qu'il détient, leur coupant le nez, les oreilles et les mains, avant de les renvoyer sur la terre ferme. Puis il rembarque pour le Danemark avec ce qui reste de l'armée de son père. Mais ce n'est qu'un repli stratégique. Tout le monde sait qu'il reviendra. Le second règne d'Ethelred dure à peine 2 ans. Le roi est malade, vieilli, épuisé par des décennies de défaites et d'humiliations. Son fils Edmond sans hôte de fer, un guerrier courageux qui ressemble davantage à Byrhtnoth qu'à son père, prend progressivement le contrôle des affaires militaires. Mais père et fils ne s'entendent pas. Leurs rivalités affaiblissent encore le royaume au moment où il aurait besoin d'unité. En septembre 1015, Knut débarque à nouveau avec une armée massive. Cette fois, il est prêt à finir ce que son père a commencé. Il pille systématiquement les comtés du sud-ouest, puis remonte vers le nord. La Northumbrie se soumet rapidement. Le Danemark envoie des renforts. L'armée de Knut grossit de semaine en semaine. Le 23 avril 1016, Ethelred le Malavisé meurt enfin à Londres, où il est enterré. Il a régné pendant 38 ans, plus longtemps qu'aucun autre roi d'Angleterre avant la conquête normande.
Mais son règne est un désastre complet. Il laisse un royaume ruiné, saigné à blanc par les impôts, démoralisé par les défaites successives et à nouveau envahi par une armée danoise. Son fils Edmond lui succède mais hérite d'un cadeau empoisonné. Edmond sans tôte de fer se bat avec courage. Il livre plusieurs batailles contre Knut à Penselwood et Sherstone. Les deux armées s'affrontent de nouveau à plusieurs reprises, sans qu'aucun camp ne parvienne à l'emporter définitivement. Londres résiste à plusieurs sièges. Edmond montre enfin au peuple anglais le genre de leadership militaire qui lui a manqué sous Ethelred. Mais c'est trop peu, trop tard. Le 18 octobre 1016, les deux armées s'affrontent une dernière fois à Assandoun, dans l'Essex. La bataille fait rage toute la journée. Les pertes sont terribles des deux côtés. Finalement, Edmond est vaincu. Épuisé, comprenant qu'il ne peut vaincre Knut militairement, il accepte de négocier. Les deux rois se rencontrent et divisent l'Angleterre entre eux. Edmond conserve le Wessex, le cœur historique du royaume anglo-saxon. Knut prend le reste, c'est-à-dire la majorité du territoire, mais cet arrangement ne dure que quelques semaines. Le 30 novembre 1016, Edmond sans hôte de fer meurt subitement. Il n'a que 27 ans environ. Les circonstances de sa mort restent suspectes. Certaines chroniques parlent de meurtre, d'assassinat commandité par Knut. D'autres évoquent les blessures de guerre ou une maladie. Quelle que soit la cause, sa mort met fin au dernier espoir de résistance anglaise. Knut le Grand devient le seul roi d'Angleterre. Les nobles, réunis en conseil, n'ont pas d'autre choix que de lui prêter allégeance. Le fils de Sven à la barbe fourchue a réussi là où son père avait échoué de justesse. La dynastie anglo-saxonne qui régnait depuis Alfred le Grand vient de tomber. Pour la première fois depuis des siècles, un roi danois règne sur toute l'Angleterre. Knut le Grand, loin d'être un simple barbare viking, se révèle un dirigeant cultivé et chrétien qui comprend l'art de gouverner. Après sa conquête de l'Angleterre en 1016, il épouse intelligemment Emma de Normandie, veuve d'Ethelred, assurant ainsi sa légitimité. Il conserve l'administration anglo-saxonne existante et nomme un mélange équilibré de nobles anglais et danois, garantissant une transition relativement douce. En 1018, Knut lève le plus grand Danegeld jamais collecté, 82 500 livres d'argent, soit environ 31 000 kg de métal précieux. Cet argent sert à payer son armée danoise et à renvoyer la majorité de ses navires. Mais voici le tournant crucial. Au lieu de supprimer cet impôt, Knut le transforme en système fiscal permanent. Ce qui était un tribut exceptionnel aux envahisseurs devient l'impôt foncier qui financera l'administration royale pendant des siècles. Les conséquences économiques sont massives. Entre 991 et 1018, environ 60 millions de pennies quittent l'Angleterre, soit 90 tonnes d'argent pur. Les ateliers monétaires anglais travaillent jour et nuit pour remplacer les pièces perdues, développant ironiquement l'industrie monétaire la plus sophistiquée d'Europe. Paradoxalement, cette hémorragie force l'Angleterre à améliorer ses techniques de frappe et renforce sa position commerciale à long terme. Les monastères souffrent terriblement. Des abbayes comme Ramsey, Ely et Canterbury doivent fondre leurs vaisselles liturgiques précieuses, calices, reliquaires, ornements de manuscrits, pour payer leur part. Des trésors artistiques accumulés pendant des siècles disparaissent dans les creusets. Le patrimoine culturel anglais subit des pertes irrémédiables. Pour les paysans, le Danegeld représente un fardeau écrasant. Dans une économie de subsistance, cet impôt supplémentaire signifie souvent choisir entre payer et nourrir sa famille. Les années de mauvaise récolte deviennent catastrophiques. Beaucoup vendent leurs terres pour s'acquitter de leurs dus, accélérant la concentration foncière entre les mains d'une élite. En 1051, quand Hardeknut tente d'augmenter le Herregeld, une révolte éclate. À Worcester, la population tue 2 collecteurs d'impôts et le roi répond en ravageant la ville. Sur le plan administratif, le legs est plus positif. Pour collecter ces sommes colossales, l'Angleterre développe une bureaucratie remarquablement efficace. Le système d'évaluation foncière basé sur les ides nécessite des registres détaillés de chaque parcelle du royaume. Cette infrastructure administrative surpasse tout ce qui existe en Europe occidentale à l'époque, à l'exception de Byzance. Les rois anglais acquièrent ainsi une capacité fiscale supérieure à la France ou au Saint-Empire, leur permettant de mobiliser rapidement d'énormes ressources. Ces registres deviennent la base du Domesday Book commandé par Guillaume le Conquérant en 1086. Le système créé par nécessité pour payer des envahisseurs devient le fondement de la bureaucratie fiscale anglaise, permettant aux rois de financer leurs propres conquêtes. Un outil de faiblesse se transforme en pilier de force administrative.
Du côté scandinave, l'argent anglais provoque une transformation radicale. Cette richesse massive inonde le Danemark et la Norvège, changeant des sociétés basées sur l'agriculture de subsistance. Avant le Danegeld, les Vikings fonctionnaient avec une économie de lingots, pesant l'argent plutôt que comptant des pièces. L'afflux de millions de pièces anglaises standardisées révolutionne le commerce scandinave. Des villes comme Birka, Kaupang et Hedeby connaissent un boom économique. Les chefs vikings utilisent cet argent pour embaucher des guerriers permanents et construire des forteresses, bouleversant les structures de pouvoir traditionnelles. Sven et Knut créent les premières armées professionnelles scandinaves, outils essentiels pour bâtir des États centralisés. Le Danegeld contribue directement à la formation des royaumes médiévaux du Danemark, de Norvège et de Suède. Les pierres runiques suédoises témoignent de cette fierté. À Lingsberg et Orkesta, des monuments commémorent des guerriers ayant reçu le Danegeld à plusieurs reprises. Ces expéditions n'étaient pas considérées comme du banditisme, mais comme des exploits glorieux dignes d'être gravés dans la pierre pour l'éternité. Le Danegeld établit un précédent dangereux. Payer un agresseur ne fait que l'encourager à revenir. Ce schéma se répétera à travers l'histoire européenne. Le poète Rudyard Kipling résumera cette leçon 8 siècles plus tard. Une fois que vous avez payé le Danegeld, vous ne vous débarrassez jamais du Dane. L'héritage culturel est profond. Le terme Danegeld devient synonyme de capitulation honteuse face au chantage. Les chroniqueurs médiévaux jugent sévèrement Ethelred, dont le surnom « le malavisé » reflète le mépris de ses contemporains. Les historiens modernes nuancent ce jugement, notant qu'Ethelred a hérité d'une situation impossible. Sa véritable erreur fut de payer sans jamais utiliser le répit pour construire une vraie défense, contrairement à Alfred le Grand qui avait transformé un tribut temporaire en stratégie victorieuse. La bataille de Maldon symbolise le dilemme anglais. Byrhtnoth choisit l'honneur chevaleresque plutôt que l'avantage tactique, tandis qu'Ethelred tente plus tard le génocide avec le massacre de la Saint-Brice. Entre ces deux extrêmes, l'Angleterre ne trouve jamais l'équilibre qui aurait pu la sauver. Finalement, le Danegeld illustre comment les crises forcent l'innovation. Un impôt né de la défaite crée des institutions qui survivent 1000 ans. L'Angleterre perd son indépendance mais gagne le système fiscal le plus avancé d'Europe. Les Vikings s'enrichissent, mais leur succès même transforme la Scandinavie, mettant fin à l'âge des raids. L'histoire pivote sur des choix apparemment simples, payer ou combattre, dont les conséquences résonnent à travers les siècles. Le Danegeld nous rappelle que nos décisions ont souvent des effets imprévus et que la faiblesse d'aujourd'hui peut paradoxalement devenir la force de demain.